Alors, dans cette séance, on va voir les web services. Et quand on parle bien sûr des web services, on parle des architectures client-serveur. C'est-à-dire, il y aura une communication entre des postes clients et des postes serveurs. Et donc, les serveurs vont offrir des services et les clients vont consommer les services offerts. Alors, bien sûr, quand on parle des web services, on se situe sur des architectures informatiques de type client-serveur, c'est-à-dire les clients vont communiquer avec des serveurs afin de communiquer, afin de consommer des services à travers soit le réseau intranet ou bien le réseau Internet. Alors, un web service est un service fourni sur un réseau, donc un réseau Internet ou intranet, et qui repose sur la définition de trois éléments bien particuliers, à savoir le protocole de transport pour pouvoir communiquer le poste client avec le serveur. Et donc, généralement, on utilise des connexions de type HTTP via le navigateur Internet. Et il y a aussi le protocole description des services. Donc, il faut un protocole pour décrire les services fournis. Il faut aussi un protocole de description des messages, donc un protocole qui va permettre de gérer la communication et les échanges de données entre le poste client d'une part et le serveur d'autre part. Bien sûr, après, on va voir les détails. Et bien sûr, ça dépend du type des web services, donc soit des web services du type SOAP ou bien des web services du type REST. Donc après, aujourd'hui, nous allons travailler sur les web services du type SOAP. Et la séance prochaine, on va voir l'autre type. Alors, un service est un travail réalisé par un fournisseur pour le compte d'un consommateur, pour le compte d'un client consommateur. On dit aussi que ce sont des services informatiques de la famille des technologies web permettant la communication entre des applications hétérogènes dans des environnements distribués. Donc, des applications hétérogènes, par exemple, application .NET, application J2E, application PHP. Et donc, on va par exemple communiquer un client PHP avec une application Java, c'est-à-dire le service web soit réalisé à base de la technologie Java et le consommateur est un client PHP ou bien un client .NET ou un client JSP, et ainsi de suite. C'est une solution favorisant la création des applications multilangages et multiplateformes. Les services web fournissent un lien entre applications ainsi. Des applications utilisant des technologies différentes peuvent envoyer et recevoir des données au travers de protocoles compréhensibles par tout le monde. Alors, quels sont les intérêts de l'utilisation des web services? C'est pour assurer d'abord l'interopérabilité, car les web services utilisent les standards HTTP, XML, JSON pour transférer les données. Aussi, c'est une meilleure façon de partager des informations et des fonctionnalités. C'est aussi pour permettre de réduire le temps de réalisation avec l'utilisation des services déjà développés. Et donc, c'est-à-dire au lieu de développer un service qui existe déjà, on va juste le consommer. Et ça, c'est l'objectif, bien sûr, des architectures orientées services. C'est qu'on développe des services. Et puis après, lors de la réalisation d'une application qui nécessite l'utilisation d'un service qui est déjà développé, donc on va juste le consommer, puisqu'il y a cette possibilité de communication entre des plateformes. Il y a aussi donc le cas des applications développées à base, par exemple, de PHP. Et on a des services, par exemple, déjà développés, une partie déjà développée à base du langage Java. Donc, il y a cette possibilité de communiquer les deux plateformes, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de refaire ce qui est déjà développé en Java, en PHP. Donc, il existe déjà, et donc ce n'est pas la peine de réaliser ce qui est déjà réalisé, donc on peut le consommer directement. Alors, quelles sont les caractéristiques des web services? Et donc, les web services sont accessibles via le réseau, une technologie.
Alors, communiquer en utilisant des messages XML, JSON, transportés par HTTP. L'utilisateur du service n'est pas obligé de connaître le fournisseur du service. Donc, il n'est pas obligé de connaître le fournisseur du service. Donc, l'essentiel pour lui, c'est le service. Et donc là, il faut décrire le service. Décrire le service, c'est-à-dire on va lui dire, voilà le nom de la méthode à consommer. Voilà les paramètres nécessaires. Et donc, la méthode porte le nom, par exemple, addition. Et cette méthode nécessite, pour qu'on puisse l'exécuter, donc il faut deux paramètres. Le premier paramètre est un entier, le deuxième paramètre est un entier. Ou bien le premier est un réel, le deuxième est un réel, et ainsi de suite. Alors, donc là, je vous propose donc une architecture distribuée. Donc ici, on a des postes clients. Ici aussi, des postes clients. Et donc, ici, par exemple, on a une application réalisée à base de la technologie PHP. Et ici, une application réalisée à base de la technologie J2E, par exemple, ou bien .NET. Et donc, dans cette application, il y a des couches. Donc, il y a la couche web, la couche métier, la couche DAO et il y a la couche service. Et donc, c'est-à-dire ici, le développement du service web. Et donc, ces services sont accessibles, bien sûr, de l'intérieur. Donc, ici, directement. Donc, il y a la possibilité, donc ici, à travers l'intranet, de consommer les services web publiés et aussi de consommer ces services à travers le réseau Internet. Donc, la même chose ici, on a des services web réalisés avec le langage PHP. Donc, on peut les consommer via le réseau Internet. Donc, c'est-à-dire, il y a la possibilité d'établir la communication entre les deux couches. La couche service de la plateforme J2E et la couche service de la plateforme PHP, par exemple. Alors, donc, il y a deux types de services web. Donc, on va voir les services web qui sont basés sur le protocole SOAP. Donc, il se base sur l'XML. Et pour les services web qui sont basés sur le protocole REST, donc en ce qui concerne l'échange de données, il utilise le format JSON ou bien XML, donc soit JSON, soit XML. Alors, commençons par les services SOAP. Donc, SOAP, c'est un Simple Object Access Protocol, donc est un protocole de dialogue entre applications basées sur XML. C'est un protocole de dialogue entre des applications basées sur XML. Alors, deux objectifs à la base. Donc, il permet d'assurer l'interopérabilité entre applications d'une même entreprise, l'interopérabilité inter-entreprise entre applications et services web. Et SOAP utilise le plus souvent le protocole HTTP pour les échanges de données, mais aussi, bien sûr, SMTP et d'autres protocoles. Alors, il y a le concept de WSDL. Et donc, le WSDL, c'est un langage de définition de web service. Donc, il permet de décrire un web service. Il est basé entièrement sur XML. Donc, c'est un fichier XML qui présente des informations sur les web services disponibles. Et donc, dans lequel nous allons trouver les noms des méthodes, des informations sur les paramètres et ainsi de suite. Il y a UDDI ou bien UDDI. Donc, ça, c'est un annuaire favorisant à la fois la publication et la recherche des services web. Donc, il permet la publication. Donc, je publie des services web. Et aussi, c'est un moyen qui permet d'assurer la recherche des web services disponibles. Donc, il permet de construire dynamiquement 10 clients. Et il s'agit ici d'un référentiel défini en WSDL. Et bien sûr, le client, s'il cherche par exemple à effectuer une recherche sur le web, une recherche qui concerne un service, il communique directement avec l'annuaire. Et donc, l'annuaire cherche, bien sûr, sur le réseau. Donc, s'il a déjà des informations disponibles sur un service web qui est déjà, qui existe déjà, donc il va lui envoyer la réponse directement. Donc, voilà, le service est disponible.
Et voilà donc sa description. Sinon, s'il n'existe pas, donc il va effectuer une recherche et puis après, il va récupérer des informations sur le service web et puis il va communiquer ces informations au client. Et donc ça, c'est donc avant de voir le schéma qui montre clairement cette communication, juste une définition par rapport au langage XML. Donc XML est un langage à balises, donc il permet d'avoir un fichier qui contient des balises personnalisées. Et donc, je peux par exemple représenter un schéma relationnel dans un fichier XML. Ou bien, je peux représenter des informations sur un objet dans un fichier XML. Ou bien dans un fichier JSON. Alors, en ce qui concerne l'XML, donc ici, par exemple, il y a une balise qui représente la racine du document. Et puis, il y a des éléments qui caractérisent l'élément livre. Et donc, livre est caractérisé par un titre, caractérisé par une suite de chapitres. Et donc, comme sous-élément de cet élément, il y a l'élément titre. Je peux définir comme attribut titre au lieu d'avoir un élément. Et donc, une représentation se forme d'éléments et d'attributs. Ou bien une représentation se forme d'éléments seulement, si vous voulez. Et donc, ici, livre comme élément et titre comme attribut, par exemple. Et puis, chapitre est comme propriété qui caractérise un chapitre, soit des sous-éléments de l'élément chapitre ou bien des attributs. Attribut numéro, attribut titre, attribut contenu, et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est juste, et donc, c'est un moyen, si vous voulez, l'utiliser pour stocker des informations. Mais ici, là, je parle seulement du format d'échange. Donc, l'échange, soit à base de l'XML ou bien à base du JSON. Alors, donc, en ce qui concerne ici le cycle de vie, SOAP, et donc ici, par exemple, on a un client. Et donc, le client en train de chercher un service web. Donc, il communique avec l'annuaire, donc l'UDDI. Et donc, l'annuaire répond, donc il effectue la recherche. Et donc, il répond, j'ai trouvé le service demandé. Donc, voici le serveur hébergeant ce service web. Donc, il a déjà, par exemple, une base dans laquelle sont stockés les serveurs qui hébergent des services web. Et donc, donc, le client demande quel est le format d'appel du service que tu proposes. Le format d'appel, par exemple, quel est le nom à utiliser, quels sont les paramètres nécessaires et ainsi de suite. Et donc, une réponse ici du serveur, voici mon contrat, voici la description du service. Et donc, la description existe dans un fichier de l'USDL. Il est réalisé, donc il contient donc, un code XML. Et puis, le client répond, j'ai compris comment invoquer ton service et je t'envoie un document XML représentant ma requête. Et donc, l'envoi d'une requête XML, donc d'une demande XML. Et puis, le serveur répond, donc j'ai exécuté ta requête et je te retourne le résultat. Donc, le résultat se forme aussi d'un document XML. Et donc, bien sûr, après, à travers des classes, à travers des fonctions prédéfinies, à travers un code, nous allons récupérer les informations, renvoyer le résultat retourné. Alors, donc on va commencer par un travail simple qui concerne la mise en œuvre des services SOAP avec JAX WS de Java. Alors, là, JAX WS, c'est une API qui permet de développer des services web en utilisant le protocole SOAP et WSDL via la plateforme de développement Java. Donc, on va utiliser cette API pour réaliser des services web. Et donc, puis après, nous allons consommer ces services en utilisant PHP et aussi .NET, peut-être aussi Java. Le développement de services web avec JAX-WS est basé sur des projets. Donc, Pojo est une classe. Donc, la classe Pojo est une classe
qui n'implémente aucune interface et qui n'hérite d'aucune classe. Alors, il existe deux approches pour développer un service web SOAP. Donc, soit nous allons prendre un fichier WSDL et à partir du fichier WSDL, nous allons générer les classes nécessaires, ou bien à partir des classes, nous allons générer le fichier WSDL. Donc, il y a deux approches. Et donc, il y a l'approche ici, top-down, permet à partir d'un document de WSDL. Donc, contract first, donc permet à partir d'un document de WSDL de générer les différentes classes Java, de compléter leur implémentation, puis de les compiler, déployer et tester. Ça, c'est la première approche. Ou bien, la deuxième approche, code first, permet de créer et d'annoter un projet. Donc, nous allons créer une classe et nous allons utiliser des annotations pour définir les services web à publier. Et donc, de le compiler, de déployer et de tester donc, la classe, puis de générer automatiquement le document de l'USDL. Et puis, nous allons générer automatiquement le document de l'USDL. Et puis, à base de l'adresse de ce document, nous allons créer aussi d'autres classes. Et ça, c'est la partie client, bien sûr. Parce que c'est le client qui va consommer les services offerts. Alors, voilà comment développer ce genre de classe. Et donc, par exemple, la classe qui porte le nom banque. Et donc ici, par défaut, le web service porte le même nom que la classe. Et donc là, il faut cette annotation, puisqu'on est en train de développer un web service, et donc il faut cette annotation @web service. Vous pouvez soit spécifier un nom pour le web service, ou bien garder le nom par défaut. Et donc, le nom par défaut sera le nom de la classe. Donc, la classe banque, et donc le web service va porter aussi le nom banque. Si vous voulez modifier le nom par défaut, ajoutez un paramètre ici. Service name reçoit ma banque WS. Alors, à l'intérieur de cette classe, j'ai développé deux méthodes. La méthode conversion, donc qui renvoie une valeur du type double. Bien sûr, c'est une méthode publique pour qu'il soit accessible. Il y a ici la méthode message de type string et cette méthode renvoie le message « Bonjour, cher client ». Alors, cette méthode, son rôle est de convertir donc un prix, par exemple, en euros, on a un prix en dirhams, ou bien un montant en euros, on a un montant en dirhams. Et donc, public double conversion, et donc le paramètre MNT, double MNT, et puis retour MNT fois 11,5. Ça, c'est la notation, bien sûr, basique. Et vous pouvez, bien sûr, annoter aussi les paramètres. Donc, il y a un paramètre. Donc, je peux, par exemple, grâce à @web param, annoter aussi le paramètre et modifier ce nom. Donc, au lieu de MNT, donc l'utilisation d'un autre nom pour le paramètre. Voilà, donc ici, voilà, si vous voulez, annoter des paramètres. Et donc, @webparam, name reçoit montant. Et donc, c'est-à-dire, c'est montant qui sera accessible à la place de MNT. Et voilà, donc après le déploiement, pour une application web J2E, il suffit de démarrer le serveur et le service web sera déployé de façon automatique. Donc, s'il s'agit d'une application web J2E. Donc, il faut juste démarrer le serveur, Tomcat ou Glassfish ou n'importe quel serveur. Et donc, le service sera automatiquement déployé. Mais pour une application Java, on aura besoin de créer un serveur. Donc, il faut créer un serveur permettant la publication du service et ouvrant un service d'écoute HTTP sur un port. Et donc, après, nous allons spécifier un port. Bien sûr, s'il s'agit d'une application Java. Alors, pour la création d'un serveur,
Et donc, publier un service web dans une application Java est très simple. Tout d'abord, on doit spécifier l'adresse URL à partir de laquelle on va ouvrir un service d'écoute HTTP sur un port. Et après, on passe à la publication du service web. Donc, pour publier le web service, on utilise la classe endpoint. La classe endpoint. Donc, string URL, donc la définition d'une adresse. Alors, ça, c'est le port que j'ai choisi. Donc, vous pouvez choisir un autre port. Et donc, l'adresse http://localhost, le numéro du port. Et puis, endpoint.publish, entre parenthèses, l'URL, virgule, new, bank, la classe que j'ai créée, new bank. La méthode publish va démarrer un serveur web sur le port 8585. Pour tester le service, il faut lancer le navigateur web et taper l'adresse suivante. Donc, bien sûr, l'adresse, c'est l'adresse que vous avez déjà ici mentionnée ici, suivi par, donc ici, il y a ma banque WS, devient ma banque WS. On va revenir en arrière. Voilà, vous voyez, c'est le nom de notre service web. Donc, ma banque WS, sinon, utilisez le nom par défaut. Si le nom n'est pas spécifié ici. Voilà. Et puis après, point d'interrogation de l'USDL. Et comme ça, vous allez afficher un fichier XML qui contient des informations sur les web services publiés. Voilà, donc, et puis après, si vous voulez évaluer le service, donc il y a des logiciels comme SOAP, UI, ou bien Oxygène. Et donc là, vous n'avez qu'à utiliser l'adresse du fichier de l'USDL. Et puis, vous allez avoir la possibilité de lancer, d'envoyer la requête et de recevoir la réponse. Donc, après, on va voir ça. Donc, on va aller directement à NetBeans et nous allons créer une application Java. Alors, oui. C'est bon maintenant? Alors, donc, on va créer une application. Alors, application Java. Next. Donc, par exemple, application web service. Donc, application web service. Application web service. Alors, créons une classe. Donc, new Java class. Une classe, par exemple, on va essayer de refaire le même exemple, par exemple. Donc, classe banque. Et donc, le package app web service, finish. Alors. Et donc, à l'intérieur, nous allons développer un certain nombre de méthodes. Par exemple, la méthode de conversion, et donc public, double, conversion, comme paramètre double, par exemple, un montant, MNT. Et puis, et donc ici, return MNT, par exemple, fois 10. Fois 10 dirhams. Donc, ça, c'est le montant en euros. Et puis ici, donc, qu'est-ce qu'il manque? La notation. Et donc, la notation, c'est arrobas web service. Arrobas web service. Et donc, nous allons utiliser JAX WS. Donc, l'API JAX WS.
Et donc ici, javax.jws.étoile. Et donc, vous pouvez annoter aussi le paramètre de la méthode. Je vais ajouter une autre méthode, donc public string, par exemple. Alors, message. Et donc ici, un paramètre, string le nom. String le nom. Et donc ici, retourne le message. Bonjour. Bonjour plus nom. Voilà, donc la méthode attend un nom et il renvoie le message bonjour nom. Ou bien donc un nom en minuscule et il renvoie un nom en majuscule. Donc ça dépend de nos besoins. Alors, et donc par la suite, donc nous allons créer bien sûr un serveur. Donc à l'intérieur de la classe principale, nous allons utiliser endpoints. Donc, voilà comment procéder. Donc d'abord, voilà, endpoints.publish. Alors je prends directement ces deux lignes de code. CTRL V. Et donc ici string URL. Donc HTTP localhost, donc import. Et puis endpoints. Alors là, il faut importer le package javax.xml.ws. Voilà. Alors ici, new bank, et donc la classe porte le nom bank et la classe existe déjà. Voilà, et on est à l'intérieur du même package. Et donc je peux lancer directement le serveur. Alors on lance le serveur. Voilà, donc j'ai démarré le serveur. Maintenant, nous allons vérifier. On va aller à l'URL de la page et on va utiliser l'adresse. Donc, l'adresse, c'est HTTP. Donc, ici, alors je vais utiliser le navigateur Edge. Alors, ici, slash normalement, bank, slash bank, point d'interrogation, WSDL. Voilà le résultat. Et donc ici, dans le cours, il y avait quoi? Il y avait slash ma banque WS. Pourquoi? Parce que j'ai déjà modifié le nom par défaut. Voilà, le nom par défaut est déjà modifié. J'ai annoté. Alors, j'ai utilisé la notation qui permet de modifier le nom par défaut. Alors, voilà donc ici la description. Donc, nous allons trouver bien sûr les deux méthodes, la méthode conversion et la méthode message. Donc, regardez. Il y a la méthode conversion et il y a la méthode message. Donc, il y a un utilitaire qui permet donc d'envoyer la requête et de recevoir la réponse, mais son utilisation nécessite l'utilisation de cette adresse. Donc, il faut bien sûr utiliser WSDL parce que le fiche WSDL contient la description du web service. Alors, CTRL-C, je vais lancer le logiciel. Le logiciel s'appelle, voilà, ça existe, il est là. Alors, ça s'appelle SOAP. SOAP. Alors, et donc je vais choisir SOAP et PAREST. Alors, SOAP, il me demande l'adresse du fichier WSDL. Donc, coller. Et donc, par exemple, le projet porte le nom ma banque. Porte le nom ma banque. OK. Et voilà, donc ici, il y a la méthode conversion.
Et il y a la méthode message. Et donc, je clique sur request 1. Voilà, donc ici, il m'envoie et il nous a montré la description de la requête. Et donc ici, la méthode conversion attend un argument, un premier paramètre, arg0. Et donc, je vais spécifier une valeur ici. Je spécifie une valeur, donc par exemple, 400 euros. Et on va voir l'équivalent en dirhams. Et donc, je valide. Je vais envoyer la requête. Et voilà la réponse. Vous voyez, c'est 4000. La réponse est 4000. Alors, ça, c'est grâce à l'utilisation de ce logiciel. Donc, on va passer au développement d'une application client. Donc, je peux commencer, si vous voulez, par un client .NET. Donc, je lance Visual Studio. Je vais créer une petite application, une application console. Alors, créer un projet. Alors, application console, .NET Framework, C#. Suivant. Alors, le nom. Donc, le nom, client. Client, par exemple, client banque. Client, banque. Alors, on va aller à notre projet, donc client banque ici. Je vais cliquer avec le bouton droit de la souris. Mais d'abord, je dois récupérer l'adresse, car on aura besoin de cette adresse, bien sûr. Alors, là, je vais trouver ajouter quoi? Ajouter service, référence de service, oui. Ajouter référence de service. Donc, je clique. Je donne l'adresse ici. Et je clique sur aller à. N'oubliez pas de lancer le serveur. Donc, le serveur est déjà lancé. Alors, regardez, donc, il me présente ici banque service. Banque service. Et donc, ici, banque. Et puis, il m'a affiché les opérations disponibles. Et donc, les opérations disponibles sont conversion et message. Je vais donner un nom, donc à l'espace de nom. Donc, par exemple, service banque. Service banque. OK. Et donc, après, nous allons utiliser cet espace de nom. Donc, ça, c'est un espace de nom. Alors, ici, service banque, vous voyez, il est disponible, service banque. Point client. Alors là, il y a banque et client. Vous voyez, il y a banque et client. Banque et client. Alors, par exemple, le client reçoit new service. Alors, service banque. Point banque et client. Alors, et puis, donc, on va essayer, par exemple, d'afficher le résultat de la fonction message. Donc, la fonction message renvoie bonjour, le nom qui est passé en paramètre. Et donc, console.writeLine. Et donc, ici, le paramètre, c'est client. Point message. Voilà. Client.message. Et donc, il attend un paramètre. Donc, par exemple, Raiden.
Et donc ici, console, pour qu'on puisse voir le résultat d'exécution. Red line ou red key, donc ce que vous voulez. Et puis, on lance l'exécution. Et donc, ça, c'est l'application .NET. C'est un client. On va voir le résultat. Alors, il nous a affiché le message. Bonjour, Raiden. Et donc, ça, c'est la réponse, bien sûr, du serveur. Alors, utilisons l'autre méthode. Donc, à la place, donc, bonjour Raiden, et puis après, console. Point. Write time. Et donc, on va afficher, par exemple, le résultat qui sera fourni par la méthode conversion, donc client, point conversion, client, point conversion. Et donc, cette méthode attend un paramètre, et donc c'est le montant. Et donc, je passe, par exemple, 6 000 ou bien 600 euros. Et donc, plus on va afficher le résultat en dirham. Alors, voyons le résultat. On lance l'exécution. Voilà, donc, bonjour Aïdani, 6 000 dirhams. Ou bien le montant en dirham est 6 000, par exemple. On va essayer de créer un client PHP, par exemple. Et donc, allons donc, à un dossier, donc, par exemple, alors, ou bien, donc, commençons d'abord par le client Java. Donc, créons l'application client maintenant. Nouveau projet, donc Java application, next. Alors, client Java. Finish. Alors, maintenant, l'étape suivante, on va créer un web service client. Et donc ici, WSDL. Donc, prenons l'adresse, coller. Alors, package. Alors ici, app web service, finish. Et donc maintenant, le proxy est généré. Alors ici, à l'intérieur de ce package, on trouve toutes les classes nécessaires. Et puis ici, il y a les services disponibles. Donc, il y a conversion et il y a message. Alors, avec clic et glisser, nous allons créer la méthode conversion ici. Voilà, donc la méthode conversion est créée. Alors, donc, je vais importer maintenant le package. Donc, import app service, app web service, point étoile. Donc, ici à l'intérieur, un virgule d'abord. Et donc, ici, system.out, .println, donc conversion. Donc, je passe par exemple 200 euros. On lance l'exécution. Alors, on lance l'exécution du client Java. Pourquoi?
ce problème. Alors, ça c'est dans la ligne 14. Dans la ligne 14. Donc, service. Alors, je vais régénérer l'application. Alors, on lance l'exécution maintenant. Voilà, maintenant, il n'y a aucun problème. Donc, il faut générer d'abord l'application. C'était ça le problème. Donc, vous devez d'abord cliquer avec le bouton droit de la souris sur Client Java et puis générer l'application. Et ça, c'est bien sûr pour la raison de la gestion des dépendances. C'est bon? Et donc, ça, c'est en ce qui concerne la consommation de la méthode conversion. Et donc, en ce qui concerne l'autre méthode, donc, il y aura la même chose. Il n'y aura pas de problème. Donc, maintenant, on revient à la création d'un client PHP. Pour un client PHP, on va procéder de la même façon. Donc à l'intérieur, par exemple, de G1.3, je vais créer un dossier. Donc, dossier, par exemple, le WS. Voilà. Donc, à l'intérieur de ce dossier, je vais créer, par exemple, une page, donc un fichier tp.php, bien client, php.php. Donc, la page client php.php. Et puis, donc, nous allons écrire le code PHP qui permet de consommer le service fourni. Donc, on va revenir au cours. Et donc, il y a 2 lignes ou 3 lignes de code. Donc, d'abord, il faut créer un objet de type std_class. Donc, un objet de type std_class. Alors, $paramètre, donc reçoit new, alors std_class, donc reçoit new std_class. Alors, il y a combien de paramètres pour la méthode conversion? Il n'y a qu'un seul paramètre. Donc, ce paramètre est accessible, je pense, via arg0. Donc, allons voir donc, la description. Voilà, donc ça, c'est le logiciel que nous venons d'utiliser. Donc, il est accessible via arg0. Vous voyez, il y a arg0. Et donc, s'il y a 2 arguments, donc il y aura arg0, arg1 et ainsi de suite. Et donc, arg0, $param, arg0 reçoit, donc, par exemple, 600 €. Et puis, la ligne suivante, donc $clear reçoit. Et donc, $clear reçoit new SOAP client. Et donc, ici, l'adresse. Et donc, bien sûr, en ce qui concerne notre adresse, c'est, je pense, ma banque, je pense banque directement. Banque, comme ça. Banque, voilà. Et puis, $requête, $client, donc l'objet $client de type SOAP client. Et l'appel à la méthode SOAP call. Et donc, ici, on passe la méthode. Donc, la méthode porte le nom conversion. Donc, la méthode porte le nom
conversion. Donc, je prends le nom de la méthode. Et puis, array $param, parce que le deuxième paramètre pour cette méthode est un tableau, array. Et donc, on va faire array $param. Et puis, la réponse, $requête, return. Pourquoi return? Regardez ici. Vous voyez l'attribut return. C'est pour récupérer le résultat fourni. Donc, le résultat fourni sera accessible via l'attribut return. Bien sûr, il faut passer comme argument arg0. Et que le résultat est donc $rep. Alors, on va vérifier maintenant. Donc, je reviens à la page au navigateur. Donc, juste en ce qui concerne l'adresse. Donc, localhost. Alors, localhost slash g1f3 slash. Donc, à l'intérieur, nous avons créé client, je pense. Alors, le dossier créé, c'est WS. Le dossier WS. Et donc, WS. Voilà, et puis client PHP. Donc, on clique sur client PHP. Donc, on va attendre la réponse, et voilà la réponse. Donc, le résultat est 6000. Et la même chose pour l'autre méthode. Alors, ici, par exemple, la méthode message. La méthode message. Et donc, le paramètre, par exemple, ALMI. On vérifie maintenant. Actualiser. Voilà, le résultat est bonjour ALMI. Ça, c'est le résultat envoyé par la méthode message. Et donc, on a vu comment créer un client PHP, un client .NET et un client Java. Et donc, on peut bien sûr créer aussi un client JSP et ainsi de suite. Alors, on va passer à un travail pratique. Exercice 1. Le but de cet exercice est de créer une calculatrice simple. Donc, l'utilisateur doit saisir deux nombres et choisir une opération parmi l'addition, la soustraction, la multiplication ou la division. Le résultat de l'opération doit alors s'afficher en bas du formulaire. Et donc, ça, c'est le client PHP. Donc, une interface dans laquelle vous allez saisir le premier nombre, le deuxième nombre, et aussi choisir l'opérateur, donc l'opération d'addition, de soustraction, de multiplication ou de division. Et ça, c'est le service web Java. Donc, il faut développer une classe, par exemple, calculette, qui contient 4 méthodes, addition, soustraction, multiplication. Bien sûr, la classe doit avoir, les méthodes doivent, donc la classe doit avoir 2 attributs. Ou bien, vous pouvez spécifier des paramètres directement. Il faut spécifier des paramètres normalement. Donc, les méthodes doivent avoir 2 paramètres. Puisqu'il s'agit des opérations sur des entiers, et donc il faut 2 paramètres de type int. Et puis, en ce qui concerne le deuxième exercice, vous êtes appelé à réaliser une application de gestion des étudiants. Et donc, la table à créer, étudiant, caractérisée par l'ID, le nom, le prénom, GSM et email. Alors, développer un web service SOAP sous Java qui permet de gérer des étudiants. Donc, il faut développer la méthode insert, update, delete et select. Donc, réaliser un client PHP qui offre une interface web de consommation de l'ensemble des services développés en profitant des principes de la programmation orientée objet. Donc, soit un client .NET ou bien un client PHP. Alors, ça, c'est juste une proposition en ce qui concerne les classes à développer. Bien sûr, vous avez le droit de modifier ici le code de chaque méthode. Alors ici, classe connexion, là, je vous propose de déclarer des variables statiques, donc driver, URL, user et ainsi de suite. Et puis, public static statements request. Voilà. Et donc, ici, donc, class.forName, con also driver manager.get
connection et ainsi de suite. Donc, c'est juste une proposition, mais faites ce que vous voulez. Et donc, ça, c'est la classe connexion qui permet d'établir la connexion avec la base de données. Alors, puis, vous devez développer une autre classe, la classe service DAO. Et donc, ici, j'ai fait la notation et j'ai précisé le nom DAO Java. Vous pouvez garder, bien sûr, le nom par défaut, service DAO, si vous voulez. Alors, ici, la méthode UDI, c'est une méthode qui permet l'insertion, la modification et la suppression. Mais n'oubliez pas aussi de développer la méthode select, qui permet la recherche et la sélection de l'ensemble des enregistrements. Et donc, ici, cette méthode, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend une requête. Voilà. Et il renvoie une valeur entière. Donc, il va renvoyer soit 0, soit une valeur différente de 0. Et donc, 0, c'est-à-dire l'opération n'est pas passée avec réussite. C'est bon? Et donc, je vais partager avec vous les documents, le TP, et essayer de faire la même chose. Donc, d'abord, n'oubliez pas de faire un exemple simple, juste pour tester si vous allez arriver à réaliser le premier exemple ou pas. Et puis après, vous pouvez donc essayer de faire la consommation, créer un client Java, créer un client PHP, si vous avez aussi la possibilité de créer un client .NET, un client JSP si vous voulez. Donc, de toute façon, donc, juste des tests. Et voilà.